Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le 13h de ce lundi 20 novembre 2023. Voici le sommaire. Une délégation du ministère des Infrastructures et du Désenclavement s'est rendue dans les régions de la boucle de Mouroune ainsi que dans les hauts bassins pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la route régionale numéro 11 Kolinka-Fara pour la Carrefour. C'est à suivre dans un instant. Les hommes et femmes de médias ont également été invités à voir la mise en œuvre de la stratégie de riposte face à l'épidémie de dengue. De la capitale à la cité du Sia, ils ont pu approcher les malades ainsi que le personnel soignant. Immersion au cours de l'édition. On parlera également de l'apport de l'intelligence artificielle pour le Burkina Faso. Lors d'une conférence publique, la question a été abordée à Digital Business School samedi dernier. On en parle d'ici la fin du journal. Nous ouvrons ce 13h avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Les travaux de pavage de la cité Sokojib de Ouayalguin ont été lancés samedi dernier par le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Le projet consiste à renforcer les capacités des personnes déplacées internes à travers une formation en technique de fabrication et de pose de pavés. L'amicale des femmes actrices de ce projet apporte une contribution de 14 millions de francs CFA à raison de 100 000 francs CFA par ménage. Nous vous proposons de suivre le compte-rendu des travaux de lancement. À la cité Sokojib de Ouayalguin, l'amicale des femmes a répondu à l'appel du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, en s'engageant à renforcer les capacités des personnes déplacées internes par une formation en technique de fabrication et de pose de pavés. Elle s'est également engagée à revêtir en pavé quelques voies jadis impraticables. Sa contribution est estimée à environ 14 millions de francs CFA, à raison de 100 000 francs CFA par ménage, selon la présidente de l'amicale, Téné Emma. Elle a loué l'initiative présidentielle et surtout traduit sa reconnaissance au chef de l'État. J'avoue que quand nous nous sommes retrouvés ici en 2000, il y en a qui sont venus avant, d'autres sont venus après, on a senti le besoin de nous mettre ensemble. Parce qu'on s'est dit qu'en allant individuellement, les problèmes qui se posaient en nous, on ne pouvait pas les résoudre de cette façon. Donc c'est dans cette optique-là, la solidarité et l'entraide qu'on voulait entre nous. Donc nous nous sommes mis ensemble de façon spontanée comme ça, et puis la chose est partie. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, qui a lancé officiellement les travaux, a invité chaque groupe social à s'approprier et accompagner cette initiative pour une mobilisation massive, constante et volontaire. Aujourd'hui, les ressources de l'État s'amenuisent et puis l'État est sur beaucoup de fronts. Et l'initiative présidentielle pour le développement communautaire vise à mettre l'accent sur la participation des communautés elles-mêmes dans la construction ou dans la réhabilitation ou encore dans l'assainissement de leur cadre de vie. Et aujourd'hui, les dames de Ouayalguin, la cité Sokojib de Ouayalguin nous ont montré vraiment un bon exemple. Et c'est un exemple qui devra être vraiment suivi par d'autres associations. Donc si la communauté elle-même arrive à se mettre d'accord sur quelque chose, nous on vient en appui. Et je pense que c'est pour cela qu'il faut louer l'initiative du président du Faso, de son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Selon le directeur général des services techniques municipaux, Harouna Zombré, les travaux de pavage vont se dérouler en 2 temps. La première phase sera le terrassement et la deuxième étape sera la pose effective des pavés. Cette phase sera exécutée par les initiateurs que sont les femmes et les habitants de la cité qui ont reçu une formation en confection et pose de pavés, a expliqué Harouna Zombré. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire va consister, en fait c'est une invite du capitaine Ibrahim Traoré à ce que les populations à la base puissent se mobiliser et prendre à charge leurs problèmes de développement qu'ils rencontrent au quotidien. Qu'il s'agit de questions d'assainissement, de voirie, de réalisation d'infrastructures socio-économiques pour leur bien-être. C'est comme ça qu'on peut le percevoir comme des chantiers patriotiques qui amènent les Burkinabés à s'auto-prendre en charge. Nous savons que dans un passé récent, ce sont des pratiques qui ont eu lieu et c'est une invite pour le président de la transition que les Burkinabés s'approprient à nouveau cette philosophie de développement.
L'initiative présidentielle pour le développement communautaire adoptée en Conseil des ministres le 30 août 2023 est pilotée par le Bureau national des grands projets de la présidence du Faso. Pour son directeur exécutif Sambé, Yannick Sonda, elle est une invite du chef de l'État aux populations à la base à se mobiliser à prendre en charge leurs problèmes de développement qu'elles rencontrent au quotidien. Monsieur le haut-commissaire, président de la... De Wayalguin, nous allons sur l'axe Bobo-Orodara qui est en réhabilitation depuis le mois de juin. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luxorgo, qui a entamé une tournée sur quelques grands chantiers avec son équipe, s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux de la RN8. Avec un taux d'avancement estimé à plus de 15%, Adama Luxorgo a appelé au respect des délais. Images et commentaires avec Alexis Wenkouni-Belenaba. Des nivelleuses, des compacteurs en action, des engins de terrassement, des citernes, tous sont à pied d'œuvre pour réhabiliter la RN8, ce tronçon qui rallie Bobo-Dioulasso-Orodara, long de 76 km. L'entreprise et toutes les équipes techniques et le matériel nécessaire sont mobilisés pour réhabiliter cette voie. Débuté en juin dernier, les travaux sont financés par le Fonds spécial routier à plus de 15 milliards de francs CFA pour un délai de 18 mois. À ce stade, l'état d'avancement global des travaux est de 15,88%. Le taux d'exécution financier, lui, est de 29,22%. Pour l'entreprise attributaire du marché, le groupement Sojidim et BTP Sarl, aucune difficulté majeure n'est rencontrée, sauf celle avec les concessionnaires, comme la Sonabel, l'ONEA et l'Onatel pour le déplacement des différents réseaux pour permettre d'exécuter les travaux. Pour le directeur technique de l'entreprise, les travaux déjà réalisés sont en avance sur le délai prévu. Avant tout démarrage des travaux, on fait un planning prévisionnel. Nous sommes même en avance par rapport à notre planning prévisionnel. Normalement, à cette date, on devrait être à 11% du délai. Et nous sommes à 16 et quelques pourcents. Ça, c'est des travaux facturables. Il y a des travaux qu'on a réalisés en amont. Par exemple, pour la chaussée, on a déjà concassé tous les produits routiers qui ne sont pas pris en compte dans le taux d'avancement. Voilà, les préfabriqués ont été réalisés à près de 40 à 50% qui ne sont pas pris dans le taux d'avancement. Donc techniquement, il n'y a pas d'inquiétude. Le directeur général des infrastructures routières, Grégoire Emeya Djibou, chef du service chargé du projet, lui donne des précisions sur les profils types en travers du chantier. La section urbaine qui est d'environ 4,5 km, qui fait 2 fois 2 voies avec un terre-plein central. Et après la section urbaine, nous avons une chaussée de 10,20 m, c'est-à-dire 7,20 m plus des accotements de 1,50 1,50. En ce qui concerne la structure de chaussée, nous avons un sol de fondation amélioré au ciment, ce que vous êtes en train d'observer, la mise en œuvre à la recycleuse. Cette route communautaire en termes de trafic de poids lourds a près de 500 véhicules par jour en moyenne. Donc des travaux plus consistants s'imposent en termes de réhabilitation et confortation selon le chef du département des infrastructures et du désenclavement. Adama Luxorgo affiche déjà une satisfaction. Malgré tout, il n'occulte pas les consignes pour la qualité des services et le respect du délai imparti. Initialement, 12 milliards pour 75 km, ce n'était pas possible. Si on le faisait au bout d'un an, c'est sûr qu'on allait avoir des problèmes sur la route. Mais on a essayé de recadrer et nous allons adresser tout de suite. Il y a un montage qui est en train de faire au niveau des avenants pour recadrer, pour dire à l'entreprise, au lieu de 75, vous allez faire les 21,5 km dans les règles de la bien réhabilité. Et ensuite, un autre marché, un autre contrat va permettre de terminer. Mais sachez que je veux vous rassurer que les moyens financiers sont disponibles pour les 54,5 km restants. Après l'étape Bobo-Dioulasso-Orodara, le cap est mis sur l'axe Dandé-Kourouman, toujours dans les hauts bassins. Sur ce tronçon de la route régionale 36, l'entreprise Ekayas Sobatra, SOBMT, est en phase du démarrage des travaux. Long de 30 km, ce chantier devrait coûter environ 10 milliards de francs CFA au Fonds spécial routier. Pour un délai d'exécution de 15 mois, l'entreprise promet de respecter les clauses du contrat.
Toujours dans le cadre de la tournée du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luxorgo, une visite a été effectuée ce jeudi 16 novembre 2023 dans les régions du sud-ouest et de la boucle du Mouroun. Cette sortie du ministre a consisté à voir l'état d'avancement des travaux de bitumage et de réhabilitation de la route régionale numéro 11 Kolinka-Fara-Poura-Carrefour. Le ministre y a constaté un avancement physique global de près de 12% avec un taux d'exécution financier de 30%. Nous restons toujours avec Alexis Wenkouni Belemnaba. C'est un avancement physique global de près de 12% avec un taux d'exécution financier de 30% qui est constaté par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement. La réhabilitation de la route régionale numéro 11, tronçon Kolinka-Fara-Poura, long de 92 km partagé entre les régions du sud-ouest et de la boucle du Mouhoun. Pour ce chantier, un délai d'exécution de près de 21% est consommé. À la date du 15 novembre, l'installation du chantier est à 70%. C'est donc qu'un léger retard est accusé sur les travaux proprement dits. Le groupement COGEP-EGK est le porteur du projet. Son directeur technique explique qu'un avancement conséquent ne peut être observé à cette étape. Toutefois, Abdelaziz Tall a rassuré le ministre en charge des infrastructures que le délai d'exécution des travaux sera respecté. Il y a la première étape qui consiste au levé topographique, aux études d'exécution et à l'installation du chantier et tout ça, les différentes bases que vous voyez là, la base vie et tout ça. Ce sont des phases où on ne peut pas avoir un avancement conséquent déjà dès le départ. Voilà, c'est durant la phase travaux véritablement qu'on peut vraiment faire avancer les travaux et assurer une bonne dynamique au chantier. C'est cette phase qui est là actuellement. Donc bon, c'est un léger décalage entre les délais et l'avancement des travaux sur le terrain qu'on va rattraper très rapidement dans les mois à venir. Le maître d'ouvrage délégué est la Direction générale des infrastructures routières. En ce qui concerne la qualité des travaux, le directeur du contrôle qualité donne des précisions. Pour ce dernier, il n'y a rien à reprocher à l'entreprise. Au ministre des Infrastructures et du Désenclavement, lui, de donner des instructions. Bien vrai que ce sont les parties difficiles qui sont exécutées, mais le chef du département des infrastructures veut que les délais des travaux soient respectés. On sent qu'il y a un petit retard qui va être rattrapé. Donc, ils sont en début des travaux. Actuellement, ils ont attaqué les ouvrages. Ils ont commencé par les ouvrages, ce qui est bien. Généralement, les entreprises préfèrent commencer par les travaux de terrassement. Et pour une fois, je vois qu'une entreprise qui commence par la partie la plus difficile, qui est les ouvrages. Et ça, nous sommes un peu rassurés. On a vu qu'ils ont fait des installations au niveau du chantier pour le laboratoire. On a constaté que l'équipement est tout neuf. Vraiment pour ça, félicitations à l'entreprise. On espère que ça va continuer. Aucune difficulté majeure n'a été observée en ce qui concerne l'exécution du chantier, selon Abdelaziz Tall, directeur technique du groupement COGEP-EGK. Avec un coût de réalisation estimé à 36 milliards de francs CFA, le projet de bitumage et de réhabilitation de la route régionale numéro 11 Kolinkara-Fara-Poura-Carrefour est financé à 94,58% par la Banque ouest africaine de développement. Les 5,48% sont pris en charge par le gouvernement burkinabé. Et pour faire face à l'épidémie de dengue, le ministère de la Santé a mis en œuvre plusieurs stratégies au nom desquelles la gratuité du test de diagnostic rapide. Le ministère de la Santé a organisé une visite de terrain avec les hommes de médias pour constater la mise en œuvre des stratégies de riposte. De Ouagadougou en passant par Bobo-Dioulasso, le CMA de Do et le CHU Souro Sanou, la délégation a pu voir la mise en œuvre des stratégies. Joseph Koudougou nous fait le point. C'est une sortie terrain dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la dengue. Cette sortie a pour objectif de constater les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la dengue. Après l'étape de Ouagadougou, c'est au tour de Bobo-Dioulasso de recevoir la délégation. Nous sommes au laboratoire du centre médical avec antenne chirurgicale de Do. Présentement, on peut dire que par jour, on a environ 100 tests pour la dengue par jour, en 24 heures. Actuellement, il y a eu une augmentation, sinon au départ, ce n'était pas comme ça. En termes de ravitaillement des actifs, il n'y a pas de souci à ce niveau. Les tests sont disponibles et gratuits. Alors,
un patient qui se présente doit venir avec une fiche de notification dûment remplie par l'agent de santé qui l'a consulté. Alors si l'agent de santé le consulte et qu'il estime que les signes qu'il présente orientent vers la dengue, alors il remplit la fiche de notification et le patient se présente à notre niveau avec la fiche. Et c'est sur la base de cette fiche-là que nous effectuons le test. Actuellement, on a à peu près une dizaine, voire une vingtaine par semaine au niveau, qui sont hospitalisés à notre niveau. La plupart sont des cas suspects, puisque la confirmation se fait à un autre niveau. Après le CMA de Do, la délégation s'est rendue au CHU Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. Ici, des patients de la dengue sont hospitalisés et pris en charge. Au fait, quand je vomissais, ça sortait du sang. Voici les trucs là, les bidons d'urine. Après ça, que de boire beaucoup de lafi, puis de manger beaucoup de papaye, les fruits, trucs là, les légumes comme papaye, du jus de dafani, de boire beaucoup de lafi, c'est fini. Donc il y avait plus de 10 jours comme ça ici. Aujourd'hui, en tout cas, il y a toujours des patients qui viennent grabataires parce que à cause des retards de consultation et l'utilisation des médicaments phytotoxiques et puis aussi certains malades qui ne sont pas totalement sensibilisés de ne pas utiliser des médicaments concernant contre-indiqués au cours de la dengue, continuent à le faire. Donc ils nous reviennent avec des complications, surtout avec l'hémorragie. Cette sortie terrain a permis aux hommes et femmes de médias de toucher du doigt la stratégie de riposte contre l'épidémie de la dengue. Dans un communiqué rendu public ce 16 novembre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a attiré l'attention des populations et les patients sur le danger potentiel des pratiques commerciales qui se font au mépris des textes réglementaires en vigueur. Il s'agit exactement des publicités incitantes à l'automédication et à l'usage abusif et inapproprié de médicaments. En cette période d'épidémie de dengue, ces décoctions et recettes peuvent avoir des conséquences fâcheuses sur la santé. Un échange avec la direction de la médecine traditionnelle et alternative permet d'en savoir davantage. Yassine Sawadogo. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a attiré l'attention des populations sur la prolifération des publicités sur les supposés remèdes traditionnels sur les réseaux sociaux. Le département de la Santé insiste sur les dangers potentiels que représentent ces pratiques commerciales. La question mérite qu'on en parle, surtout dans le contexte actuel marqué par les épidémies de dengue et du paludisme. Dr Hyacinthe Mwendegoudi Bonkungu est le directeur de la médecine traditionnelle et alternative, une direction technique au sein de la Direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé. Cette structure encadre et accompagne les praticiens. Pour lui, la médecine traditionnelle est certes normalisée au Burkina Faso, mais il y a toujours des praticiens qui ne respectent pas les règlements. Non seulement la médecine traditionnelle alternative est réglementée au Burkina, et en plus tout ce qui est médicaments est également réglementé. Donc ces publicités ont tendance à inciter les gens à prendre des produits à base de plantes de tout autre produit, ce qui peut causer un danger pour ces populations, parce que pour prendre un produit, que ce soit à base de plantes ou un médicament conventionnel, il faut s'assurer de la qualité de ce produit, de son unicité et de son efficacité avant tout emploi. Pour le directeur de la médecine traditionnelle, tout est parti de Bobo-Dioulasso, où la flambée des victimes de la dengue a été constatée avec malheureusement des décès. Un audit des décès a été fait. 70% des cas de décès, il ressort que des notions faites à base de plantes sont retrouvées dans l'organisme. Il faut donc arrêter l'automédication. Il y a des tradis professionnels qui sont agréés, que tout le monde connaisse, et d'arrêter l'automédication. Et quand nous parlons de l'automédication, ce n'est pas seulement les produits à base de plantes. Même les médicaments conventionnels, il faut arrêter l'automédication. Les médicaments de la rue dont la population a accès sans prescription est également dangereux. Donc le problème n'est pas au niveau de la médecine traditionnelle.
les praticiens font bien leur travail et comme dans toute activité, il y a des brebis galeuses. Voilà. Mais tant que nous allons promouvoir ceux qui sont dans les bonnes pratiques, vous verrez bien que la médecine traditionnelle n'est pas là pour remplacer nous, pour dire qu'il est supérieur à la médecine conventionnelle, mais elle est complémentaire. Dans le domaine de la médecine traditionnelle, il y a encore des choses à parfaire selon Dr Yacine Bankungo. Des personnes qui exercent le métier de la médecine traditionnelle ne sont toujours pas en règle, pourtant très nécessaires. Il lance en même temps un message. La publicité mensongère est proscrite. Voilà. Et les praticiens qui travaillent avec le ministère de la Santé sont informés. Et nous travaillons à ce que la majorité soit sensibilisée par rapport à ça. Un médicament d'un praticien qui est fait dans les règles de l'art n'a pas besoin de publicité. Dans le domaine traditionnel de bouche à oreille, les gens auront accès aux médicaments. Mais au-delà de ça, c'est ce que je dis toujours. Tant qu'on ne va pas promouvoir les bonnes pratiques au sein de la médecine traditionnelle, c'est les brebis galeuses qui seront devant et qui vont continuer à faire les publicités mensongères. Donc il faut permettre à la population aussi d'avoir accès aux praticiens qui travaillent dans les bonnes pratiques. Dans ce même communiqué, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dit ne pas remettre en cause les bienfaits de la médecine traditionnelle. Il rappelle tout de même que pour des informations qui y sont relatives, sont disponibles à la direction de la médecine traditionnelle et alternative pour tout besoin. Il s'est tenu ce samedi 18 novembre 2023 à Digital Business School de Ouagadougou une conférence publique sur la contribution de l'intelligence artificielle IA au développement du Burkina Faso. Un thème développé autour de 5 axes majeurs, à savoir l'éducation, la santé, l'agriculture, la culture et les PME-PMI. L'objectif de cette conférence animée par Sambo Khalifa Sankara, c'est de permettre donc au Burkina Faso de tirer profit de cette puissante technologie qui est l'IA. Sanata Serré. Comment le Burkina Faso peut-il tirer profit de l'intelligence artificielle IA? La question était au cœur des échanges ce samedi lors d'une conférence publique. Ici, il était question d'expliquer aux participants le concept de l'IA, proposer des plans d'action ainsi que des pistes de solutions pour faire de l'IA un atout au service du développement dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des PMI-PME, de la culture et surtout de l'éducation. Pour le conférencier Khalifa Sankara, l'IA apparaît comme une solution indispensable qui va permettre notamment aux acteurs du monde éducatif d'améliorer les programmes de formation et permettre aux élèves et étudiants d'apprendre plus facilement à travers des outils interactifs. Dans le domaine de l'éducation, il faut qu'on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui pour accompagner nos enseignants. Il faut qu'on utilise l'intelligence artificielle pour repenser notre programme éducatif. Il est possible aujourd'hui avec l'intelligence artificielle d'avoir des solutions qui vont finalement demain permettre à nos enfants de vivre les histoires. Imaginez un seul instant un enfant qui vit avec un casque de réalité virtuelle, l'histoire de Gimbi Ouattara ou encore l'histoire de la princesse Yenega. Cet enfant aura plus cette faculté demain à retenir cette histoire. Une histoire qui est vécue et mieux comprise qu'une histoire qui est racontée. Et donc, on est capable aujourd'hui d'utiliser l'intelligence artificielle pour penser et repenser notre éducation. Dans le domaine de la santé, cette technologie, selon les spécialistes de l'intelligence artificielle, est un accélérateur pour anticiper notamment les signaux de troubles mentaux et les actions préventives. Et dans le domaine de l'agriculture, l'IA permet de minimiser les risques pour un meilleur rendement. Cette conférence publique est à mettre à l'actif des 3 jeunes burkinabés. L'objectif étant de permettre aux différents acteurs de tirer profit de l'intelligence artificielle. Donc c'est l'initiative de 3 jeunes burkinabés qui se sont mis ensemble pour apporter leur contribution pour accompagner le développement du Burkina à travers cette conférence portée sur l'IA qui est une innovation majeure dans le monde et il est important aussi de l'amener vers nos populations afin que le public burkinabé, nos dirigeants, nos entrepreneurs, nos acteurs de la santé, de l'agriculture, de la culture et de la plupart des secteurs qui sont importants pour le développement du Burkina puissent en tout cas saisir l'opportunité IA pour développer le Burkina Faso et les secteurs en tout cas qui vont permettre de pousser le Burkina vers le haut. Cette conférence sur le thème « Contribution de l'IA au développement du Burkina Faso » est la première d'une série de conférences sur l'intelligence artificielle.
Elle a connu la participation d'acteurs de l'éducation, de la santé, de la culture ainsi que des étudiants. Les propositions de solutions et des recommandations issues de cette rencontre seront transmises à qui de droit selon les organisateurs. L'Association pour la solidarité et d'amitié des anciens étudiants formés à Cuba a tenu une conférence de presse ce samedi 18 novembre 2023 sur la situation nationale. Il était question de transmettre une fois de plus leur soutien au président de la transition et son gouvernement suite aux multiples décisions courageuses entreprises pour la défense de la nation. Les orphelins de Thomas Sankara, comme on les appelle, ont également formulé des recommandations au chef de la transition. Ils ont aussi invité le peuple burkinabé à soutenir les FDS et les VDP dans la reconquête du territoire national. Plus de détails dans le reportage de Dorothée Bambara avec la voix de Yassine Sawadogo. Communément appelés les orphelins de Thomas Sankara, les anciens étudiants formés à Cuba ne restent pas en marge de la dynamique des reconquêtes du territoire national. Ces derniers apportent leur contribution à l'effort de paix à hauteur de plus d'1 million de francs CFA. Ils se félicitent des actions entreprises par le MPSR2 pour recouvrer l'intégralité du territoire. Ils saluent également la diversification des partenaires du Burkina Faso opérés par le gouvernement de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré marche ainsi sur les pas du père de la révolution burkinabé, se convainc-t-il. Pour eux, il a fallu le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré pour voir Thomas Sankara élevé au rang des héros de la nation. Cela fut une grande fierté et un grand soulagement pour nous, anciens étudiants formés à Cuba et communément appelés les orphelins de Sankara, d'avoir été témoins vivants de l'élévation de notre père spirituel, le président feu capitaine Thomas Sankara, au rang de héros de la nation par les autorités de la transition, pour avoir fait rayonner le pays des hommes intègres dans le monde entier. Cela fut une grande satisfaction couronnée de joie patriotique et révolutionnaire. La transition va refonder un Burkina Faso nouveau, en restaurant nos valeurs ancestrales, construire une nouvelle mentalité de Burkinabé patriote et aller au développement participatif endogène. Notre président Ibrahim Traoré est désormais l'un des dirigeants les plus populaires au monde, qui suit l'idéal révolutionnaire de Thomas Sankara grâce aux décisions courageuses qu'il a entreprises avec son gouvernement pour défendre son pays et son peuple. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du président de la transition pour la bonne marche de la transition. Ce sont entre autres la création d'une union monétaire des 3 États de l'Alliance des États du Sahel pour une indépendance économique et politique. Nous demandons à son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, et à son gouvernement de prendre des mesures courageuses afin de mettre de l'ordre dans plusieurs domaines tels que la voie ferroviaire Sitaraï, l'aéroport de Donsin dont le délai de mise en service est déjà expiré. Le stade du 4 août également favorisé la création d'une téléphonie nationale digne de ce nom avec les actionnaires populaires. Nous affichons notre satisfaction pour le début de la mise en place par votre gouvernement très prochainement d'une centrale nucléaire. L'Association pour la solidarité et d'amitié des anciens étudiants formés à Cuba appelle l'ensemble des Burkinabés pétris de paix, de justice sociale et d'unité nationale à une union sacrée autour des FDS et des VDP qui payent tous les jours de leur vie pour la paix et la stabilité de la nation. Parlons à présent 7e art avec le tout dernier film du réalisateur Boubacar Zida, dit Sidnaba. Dans la soirée de ce vendredi 17 novembre, l'avant-première de son long métrage intitulé Le mari de ma femme a été projetée au Ciné Burkina. Après la projection à laquelle a assisté le ministre d'État Bassolma Bazié, les acteurs principaux ont été présentés aux cinéphiles. Dans cette œuvre cinématographique d'une heure 5 minutes, il est question de l'ingratitude d'un homme envers son épouse qui lui a tout donné. Suivez la synthèse de la projection.
Le mari de ma femme, c'est le dernier film du réalisateur Boubacar Zida dit Sidnaba. L'avant-première de son 11e long métrage a été projetée au Ciné Burkina. Dans cette œuvre, le réalisateur évoque l'histoire de Charles, qui se montre très ingrat envers son épouse, qu'il n'hésite pas à quitter pour épouser sa secrétaire. Charles sera rattrapé par le karma. Il perd toute sa fortune et sera employé par le nouveau mari de son ex-femme. Un film apprécié par le ministre d'État Bassolma Bazier. Après avoir suivi ce film, nous sommes ragaillardis une fois de plus que ce que nous disons en termes de discours, que malgré les difficultés que notre pays traverse, nous allons pouvoir nous en sortir sur tous les plans. Et justement, les piliers sur lesquels nous professons en disant que nous allons nous en sortir, c'est le plan sécuritaire, militaire, c'est le plan culturel, c'est le plan économique, c'est toutes les forces au niveau culturel. Et ce que nous avons vécu ce soir indique que la culture est véritablement en bon chemin, indique à travers le monde que ce pays traverse des périodes difficiles, certes, mais nous allons nous en sortir. Je le dis parce que le contenu du film, j'aurais pu, si on me demandait de donner un titre, c'est une leçon de vie. Les valeurs culturelles et les changements positifs sont mis en avant dans ce film d'1h05. Le producteur du film, Charlemagne Abissi, cherche à éveiller les consciences des Burkinabés à travers les thèmes abordés dans le long métrage. Ici, on fait ressortir un peu la loi karmique pour dire que vous récoltez ce que vous semez. Voilà. Et ça, c'est important pour que les uns et les autres comprennent que dans la vie, non seulement il faut qu'on mérite le nom qu'on porte, parce que quand on est burkinabé, on doit être intègre, on doit travailler sur les vertus, voilà, plutôt que de chercher donc, à ressembler à d'autres personnes, à faire un certain nombre de choses. Donc c'est ça qui nous a rassemblés et qui a fait toujours que nous avons travaillé dans ce sens-là. Dans la plupart, dans tous nos films, y compris même dans le média, nous avons toujours travaillé à mettre en avant les valeurs positives, donc culturelles, mais aussi sociales, que nous véhiculons. Et nous espérons que ça va faire en sorte que nous puissions réussir la troisième mission qu'on s'est fixée, c'est-à-dire promouvoir les valeurs culturelles. Cette dernière œuvre cinématographique du réalisateur Boubacar Zida a coûté une 30aine de millions selon le producteur. Charlemagne Abissi a profité de l'occasion pour demander aux autorités plus d'accompagnement afin que le cinéma burkinabé rayonne davantage. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette session d'information. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne reprise de semaine.